Très bien. Il me revient d'avoir j'ai le plaisir d'ouvrir cette dernière session du colloque, et non pas la moindre, qui va nous amener vers l'est de la Méditerranée. Et nous allons commencer avec Philippe Hoffmann, qu'il est à peine besoin de présenter. Philippe Hoffmann est un spécialiste des théologies et philosophies antiques, un helléniste, qui a fait sa carrière à l'École normale supérieure, à l'École pratique des hautes études, et qui, outre sa carrière scientifique, s'est engagé comme directeur de laboratoire, doyen de la section, responsable d'un grand programme LABEX, et qui a donc mené de front carrière scientifique et engagement administratif. Son travail, dès les origines, a porté une grande attention aux manuscrits grecs. Il a été d'ailleurs pensionnaire à la Bibliothèque nationale de France, et il est aujourd'hui, entre autres, membre du comité international de paléographie grecque. Et je me souviens à titre personnel qu'il plongeait les étudiants de paléographie dans des paratextes qui étaient des notes d'étudiants de philosophie dans des manuscrits d'Italie méridionale. Et je garde un souvenir à la fois ému et toujours un peu traumatisé de ces notes de cours terriblement difficiles à déchiffrer dans ces manuscrits italo-grecs. Philippe Hoffmann est aujourd'hui membre de l'AIBL, et il va donc nous parler aujourd'hui de paratextes philosophiques. Merci beaucoup, Muriel. Pour contribuer à la recherche menée dans ce colloque, je me propose par cette communication de présenter un document grec du 5e siècle après Jésus-Christ, en formulant tout d'abord une captatio benevolentiae, puisque ma contribution sera tout à fait ponctuelle et sans doute la jugerez-vous limitée. Il s'agit d'un texte daté très exactement du printemps 486, qu'il faut situer au croisement de la philosophie et de la religion savante des derniers païens, dans un climat et des pratiques typiques de la vie intellectuelle et religieuse des néoplatoniciens d'Athènes. Vous me permettrez de commencer par décrire, un peu longuement peut-être, le contexte littéraire du document. Il est indispensable, en effet, de commencer par expliquer ce contexte si l'on veut comprendre, je dirais, le climat dans lequel s'est déroulée une opération de production d'un ensemble de notes et commentaires marginaux inscrits dans les marges d'un codex et portant sur un livre sacré dans son contenu comme dans sa matérialité. Le terme décisif, vous le verrez, est le verbe paragraphein, et l'on verra qu'il ne s'agit peut-être pas d'ailleurs d'un exemple de paratexte, mais qu'il faut plutôt parler de façon neutre, je crois, de périgraphie. Et je me réfère au cadrage introductif que le professeur Antoine Compagnon nous a présenté hier. Le document met en scène le diadoque de Platon. Proclus de Lycie, né en 412 et mort en 485, directeur et figure dominante au 5e siècle de l'école néoplatonicienne qui était installée au pied de l'acropole. L'interprétation du texte qui vous a été distribué, que vous avez entre les mains, requiert tout d'abord une mise en situation dans son genre littéraire, parce que celui-ci induit un certain nombre de biais. Il appartient en effet à un discours d'éloge post-mortem, prononcé par le disciple de Proclus, Marinus de Néapolis, à l'occasion du premier anniversaire de la mort de Proclus, survenu le 17 avril 485. Les éditeurs du texte, dans la collection des universités de France, Henri-Dominique Saffray et Alain-Philippe Segon, assistés de Concetta Luna, ont montré que le discours, qui, de toute évidence, a été prononcé en public lors d'une cérémonie commémorative, est conforme aux règles rhétoriques de l'éloge mises en lumière par Laurent Pernaut dans son livre sur la rhétorique de l'éloge dans le monde gréco-romain. Marinus, disciple de Proclus, raconte une ruse par laquelle il a obtenu de son maître
qu'il consigne partiellement le contenu de son enseignement dans les marges, métopas, d'un manuscrit de type codex. On doit se représenter un cours, ou plutôt, le texte de Marinus est une véritable performance orale, c'est le premier niveau. Et il est intéressant de noter que Marinus, parallèlement, a écrit, et sans aucun doute prononcé publiquement en une autre occasion, un éloge en vers, Épikos, qui n'est pas conservé. Donc le texte que nous allons lire est un texte de nature orale et un éloge. Vous verrez qu'il contient notamment un micro-éloge de Proclus lui-même. Le discours est intitulé « Proclos et Peri-Eudaimonias », Proclus ou « Sur le bonheur ». Ce n'est pas une véritable biographie, mais une célébration qui n'évoque qu'un choix parmi les données biographiques. Les éléments biographiques retenus ont donc une particulière importance. Marinus y montre que Proclus a été le plus heureux des hommes parce qu'il a pratiqué tous les types de vertus. Marinus ordonne les événements de la vie de Proclus et une série de données factuelles selon une grille proprement néoplatonicienne qui est une doctrine des degrés de vertu hiérarchiquement ordonnés. Je n'entre pas dans le détail, ce sont les vertus naturelles, morales, politiques, purificatrices, contemplatives, théurgiques. Ce schéma complexe, issu d'une longue tradition philosophique depuis le IIIe siècle avec Plotin et Porphyre, s'enracine dans la lecture d'un passage du Théétète de Platon et se combine de manière très habile avec la topique rhétorique de l'éloge. Proclus, nous explique-t-on, a possédé et illustré ces 6 degrés de vertu, par exemple la vertu contemplative, qu'il a mis en contact avec les formes platoniciennes elles-mêmes et lui a permis de bâtir, vous le savez, une grandiose théologie scientifique. Et c'est cela qui a assuré son bonheur, son eudaimonia, faisant de lui un théosaner, un saint païen, dont Marinus écrit et prononce une véritable hagiographie. Le récit relatif au scoli de Proclus, que nous allons lire en détail, se situe dans une section consacrée aux plus hautes des vertus, les vertus théurgiques. Et il faut préciser que la théurgie repose sur une science des dieux. Elle consiste en une capacité à s'unir à eux et à agir comme eux, dans la perspective notamment d'un exercice de la providence. Ces vertus théurgiques, qui sont donc les plus hautes, donnent lieu à 2 développements dans le discours de Marinus. L'un sur les savoirs et ce qu'il appelle la préparation théorique, paraskeue, et ce sont les chapitres 26 et 27, dont nous allons lire le second. L'autre section portant sur les activités théurgiques du philosophe, qui manifeste notamment une bonté providentielle à l'égard de la société dans laquelle il vit. Il délivre par exemple l'attique de sécheresse, il manipule les talismans contre les tremblements de terre. Je passe sur les détails. La préparation théorique de Proclus, donc la paraskeue, selon le cursus formalisé dans l'école néoplatonicienne, cursus auquel il s'est conformé à la fois comme élève et comme professeur ensuite, consistait en l'étude des autorités philosophiques, Aristote et Platon, qui n'étaient pas considérées comme une pure acquisition de connaissances, mais qui s'accompagnaient d'un exercice, les textes parlent véritablement d'une ascésis, de ces fameuses vertus néoplatoniciennes. Le cursus consistait en une sorte de propédeutique acquise par la lecture d'Aristote, suivie par l'étude d'un choix de 12 dialogues de Platon et sommée par la lecture du Timée et du Parménide, correspondant à la physique et à la théologie. Venaient ensuite, après ces textes de prose, les poèmes qui révélaient les enseignements les plus hauts, c'est-à-dire la théologie orphique, dont il sera question dans un instant, et les oracles chaldéiques. Textes révélés, contenus dans ce qui était de véritables livres sacrés au sens du contenu comme au sens de la matérialité. La poésie révélée venait donc après les œuvres philosophiques en prose et achevait un mouvement anagogique qui faisait des études philosophiques et théologiques
une véritable liturgie en l'honneur des dieux, et en même temps, dans un contexte d'interdiction des cultes traditionnels, une forme de religio mentis. C'est le père Saffray qui a proposé cette comparaison avec le phénomène de la religio mentis. Un débat a eu lieu à la fin de l'Antiquité entre les philosophes néoplatoniciens pour savoir quelle révélation avec la plus grande autorité, le poète légendaire Orphée ou les oracles chaldéiques. D'un côté, nous avons une tradition très ancienne, connue déjà de Platon, vous le savez, et enrichie par des créations poétiques plus récentes, en particulier un ensemble de discours sacrés en 24 rhapsodies, version de la théogonie orphique rédigée au début de notre ère, le terminus postquem étant peut-être le milieu du IIe siècle, à partir en tout cas d'une version ancienne et de divers poèmes mis sous le nom d'Orphée. D'un autre côté, il y a les fameux oracles chaldéiques, une collection d'hexamètres de type homérique, en style obscur, produits sous le règne de Marc Aurèle, par lesquels les dieux avaient fait des révélations sur leur nature et leur puissance, ainsi que sur l'organisation du monde. Proclus a suivi sur ce point la position de son maître Syrianus, à qui l'on doit un ouvrage, hélas perdu, dont ne subsiste, grâce à l'encyclopédie de la Souda, que le titre, heureusement très clair, qui est un programme de l'herméneutique néoplatonicienne tardo-antique. Symphonia Orpheos Pythagorou Platonos Prostalogia, harmonie d'Orphée, Pythagore, Platon, avec les oracles chaldéiques, le tout en 10 livres. Le moment est venu, après cette introduction, de lire le texte de Marinus, qui vous a été distribué dans l'édition donc, de la collection des universités de France, publiée en 2001 par Segon, Saffray et Luna. Très concrètement, il faut commencer par se représenter une véritable scène d'enseignement. Marinus lit à haute voix des textes orphiques qui constituent donc une révélation de rang autoritatif suprême, en présence de son professeur Proclus, qui donne une classe d'exégèse. Nous savons, par un autre passage célèbre du discours, que les explications orales des textes du programme d'études néoplatonicien occupaient l'essentiel de la matinée de Proclus, avant qu'il ne se retire pour écrire dans le calme d'un bureau, d'une pièce, ces fameuses 700 lignes stikoi quotidiennes. Peut-être utilisait-on, pour procéder aux lectures à haute voix dans la salle de cours, un pupitre, comme peut le suggérer l'observation des auditoriums tardo-antiques fouillés à Alexandrie par les archéologues polonais, qui, face à la chaire professorale, présente le socle de ce qui devait être une sorte de pupitre ou d'ambon. Comme il était habituel, en tout cas, dans les écoles de l'époque impériale et de l'Antiquité tardive, un élève ou un assistant donc lit à haute voix, nous verrons que le terme tout à fait habituel est anagignoskein, le texte autoritatif sur lequel va porter l'explication. Et le maître développe ses exégèses. C'est donc une scène typique. Pour cela représenter, on peut citer une description des leçons de Plotin à Rome au IIIe siècle par Porphyre dans sa vie de Plotin. Le maître, voit-on à travers la description de Porphyre, est assis probablement sur une chaire. Ses élèves ou ses assistants, tenant des livres entre les mains, lisent les textes à voix haute, les textes, c'est-à-dire Aristote, Platon, et les commentaires de la tradition scolaire. Voici ce que dit Porphyre. Dans ses cours, entai sinusiais, Plotin se faisait lire à haute voix les commentaires, anegignosketo auto ta upomnemata, par exemple de Sévérus, suit une liste de commentateurs de la tradition platonicienne, et parmi les péripatéticiens, ceux de divers auteurs dont il donne la liste. Mais Plotin n'empruntait absolument rien à ses commentaires, il était au contraire personnel et indépendant dans sa réflexion théorique, idios kai excellagmenos ente theoria, apportant dans ses investigations entais exetasessin esprit d'ammonios, son maître à Alexandrie. Il achevait rapidement Tachéos, et après avoir donné en peu de mots le sens nun d'une théorie profonde, il se levait, anistato,
ce qui montre qu'il était préalablement assis dans ce qui devait être une sorte de chaire. Et la structure de la scène est très probablement la même encore au Ve siècle. Entre le IIIe et le Ve siècle, l'organisation du cours est sans doute restée fondamentalement la même, mais le climat scolaire a changé. Le respect de la tradition exégétique est beaucoup plus marqué dans l'école néoplatonicienne d'Athènes au Ve et VIe siècle. Proclus ne se comporte pas comme Plotin et il rapporte avec respect, même s'il les discute, les enseignements de la tradition, comme on le voit d'ailleurs à travers tous ces grands commentaires sur Platon. Dans le cas d'Orphée, Proclus est confronté à un texte éminemment sacré, révélé, dont l'enseignement est le fruit d'une initiation primordiale au mystère des dieux, puisqu'il déclare au début de sa théologie platonicienne, livre 1, chapitre 5, « Toute la théologie grecque est fille de la mystagogie d'Orphée. Pythagore avait repris d'Aglaophamos. » Aglaophamos est une figure créée pour expliquer la médiation entre Orphée et Pythagore. Pythagore avait repris d'Aglaophamos les initiations relatives aux dieux. Platon ensuite a reçu des écrits pythagoriciens et orphiques la science toute parfaite qui concerne les dieux. Nous sommes donc dans l'explication des Orphicas, si vous voulez, au niveau de la révélation la plus haute en matière de théologie. Pour expliquer le texte sacré, Proclus expose des interprétations de Jamblique. Jamblique qui fut responsable d'un véritable tournant théologique du néoplatonisme au IVe siècle, et aussi les explications de son propre maître Syrianus. Et il ajoute des explications personnelles, nous dirions originales, que Marinus et sans doute les autres auditeurs jugent tout à fait remarquables. Proclus exposait les explications que Syrianus donnait des rhapsodies orphiques, et c'est dans les marges de ce codex contenant les explications de Syrianus que furent inscrites les opinions propres à Proclus. Pourquoi donc Marinus dut-il recourir à une ruse, le mot employé dans le texte que nous allons lire étant mécané. Et c'est un point de psychologie culturelle qui est absolument décisif. C'est que le principe d'autorité était tellement puissant dans la mentalité néoplatonicienne, le respect à l'égard des maîtres, le respect à l'égard des interprètes de la tradition, et l'horreur de l'originalité ou de l'innovation, la kainotomia, la kainoprepeia, était à ce point contraignante que Proclus n'osait pas ajouter une pensée personnelle aux commentaires de la tradition. Mais ces explications étaient inspirées, restait à trouver le moyen de conserver la trace de ces commentaires. Je lis donc le texte en suivant pour l'essentiel la traduction donnée par Saffray et Second dans la collection des universités de France et en commentant quelques expressions grecques. Comme un jour, et c'est le texte que vous avez entre les mains, comme un jour je lisais à haute voix, anagignoskon, et vous remarquez que le même verbe apparaissait dans le texte de Porphyre que je viens de lire. Vous savez qu'en gros, dans le texte, dans le grec notamment de la fin de l'Antiquité, vous avez deux verbes, anagignoskein, lire à haute voix, et entunkano, qui signifie plutôt la lecture silencieuse. Comme je lisais à haute voix en sa présence les poèmes d'Orphée, ta Orphéos, dans ce texte, nous ne trouvons jamais véritablement de titre. Ta Orphéos désigne sans aucun doute les 24 rhapsodies orphiques, et que j'entendais Proclus, akuon, donc nous sommes dans un cours, dans l'élément de l'oralité, il y a certainement d'autres auditeurs aussi, et que j'entendais Proclus non seulement rapporter dans ses explications entais exegesesin, ce qu'on en dit Jamblique et Syrianus, donc les autorités de la tradition, mais y ajouter aussi beaucoup d'autres développements plus adaptés, plus connaturels à la théologie orphique, à la pleiotehama kai profuestera te theologia. Le terme profuestera signifie un véritable jugement de valeur plutôt hardi, puisque Marinus considère que du point de vue de la théologie scientifique, Proclus est au fond plus profond que son maître lui-même. Je demandais aux philosophes de ne pas laisser non plus sans un commentaire, anexegeton et asai, une poésie si divinement inspirée.
entheon poiesin, mais de la commenter elle aussi. Hypomnématisastai kaitoten. Ce seront donc des commentaires des hypomnémata, et le mot sera accompagné plus bas par scolia. De la commenter elle aussi, d'une manière tout à fait complète, ou plus complète. Il y a dans le texte un comparatif dont l'interprétation peut prêter à discussion. Alors, ensuite, survient un événement pour nous étrange. C'est que Syrianus, qui à cette époque-là évidemment est mort, exprime une interdiction formelle dans un rêve. Et Proclus, dans un premier temps, renonce à écrire. Et lui me répondit qu'il avait souvent désiré écrire un commentaire, grapsai, mais qu'il en avait été manifestement empêché, colutenai, par de certains rêves. Il avait vu, disait-il, son maître lui-même, ton didaskalon, c'est-à-dire Syrianus, qui le lui interdisait avec des menaces, apeirgonta, auton, meta, apeiles. C'est alors que Marinus imagine un stratagème pour obtenir que Proclus consigne par écrit ses explications des poèmes orphiques. Et Marinus poursuit, là-dessus, j'imaginais donc une autre manière d'agir, et mécanen signifie plutôt un stratagème, une ruse. Je le priais de bien vouloir consigner ses opinions en marge des livres de Syrianus, paragraphein ta aresconta tois metopois ton hypomnématon. Cette expression a donné lieu à des discussions dans la littérature secondaire. Il faut s'arrêter sur ce membre de phrase. Paragraphein peut en effet signaler soit simplement inscrire une paragraphos dans la marge, c'est-à-dire un signe horizontal signalant les passages de Syrianus qui auraient été approuvés par Proclus, soit, ce qui est beaucoup plus probable étant donné l'ensemble du contexte, inscrire un texte, une sorte de scolie, dans les marges désignées par le terme ta metopa. L'expression ta aresconta, vous l'avez remarqué, n'est pas accompagnée du complément au datif, et l'on pouvait se demander s'il s'agissait de signaler les opinions de Syrianus approuvées par Proclus, ou, ce qui s'impose dans le contexte, s'il s'agit d'inscrire les opinions de Proclus lui-même, ta aresconta auto, sur tel ou tel passage du poème. L'on relève enfin le mot hypomnémata, signifiant le commentaire de Syrianus et le commentaire aussi de Proclus, hypomnématisastai. Cette signification de hypomnéma devant être signifiée, vous le savez, d'une autre signification usuelle dans le lexique néoplatonicien tardo-antique, c'est-à-dire le hypomnéma étant alors distingué de syntagma comme un dossier de notes ou de textes par opposition à une rédaction finale prête pour une édition, une ekdosis. Mais ici, hypomnéma signifie le commentaire qui consigne une exégèse. Alors, dans le texte, il y a aussi un détail de rédaction. La reprise de Didascalos pour désigner Syrianus souligne probablement la dimension transgressive de l'opération. Suite du texte de Marinus. Comme Proclus, image parfaite du bien, s'est laissé persuader. Agato eidestatu est un mot extrêmement intéressant. C'est un micro-éloge qui situe Proclus comme véritable vicaire du premier principe néoplatonicien, l'un bien dans la société scolaire, la société humaine. Et il faut dire que Marinus rappelle ailleurs que Proclus adressait au soleil, rejeton visible du bien selon la République de Platon, 3 prières quotidiennes qui rythmaient une journée studieuse. Et cette notation est très intéressante parce qu'elle crée un climat religieux, elle fonde l'autorité philosophique et exégétique de Proclus, qui est en quelque sorte mis en relation avec le premier principe lui-même, et elle tend finalement à l'absoudre du soupçon d'audace irrespectueuse et de kainotomia à l'égard de son maître. Donc, comme Proclus, image parfaite du bien, s'est laissé persuader, et qu'il a inscrit ses explications dans les marges des commentaires de Syrianus, paragraphe santos tois metopois ton hypomnématon, nous avons ainsi obtenu dans les mêmes livres. Alors là, il y a un problème de
de grec. Comment interpréter l'accusatif eistoton? Nous avons un accusatif masculin et non pas un neutre eistoto. Peut-être faudrait le dire koron, dans le même lieu, dans le même espace, je ne sais pas. Nous avons donc obtenu dans le même, peut-être le même livre, le même espace, une collection synagoguée de toutes leurs opinions. Hapanton signifiant de toutes les opinions de Syrianus et de Proclus. Et ainsi, il y a des scolies et des commentaires de Proclus aussi sur Orphée, Scholia kai upomnemata, qui contiennent beaucoup de lignes, stiko nouk oligone. Je m'arrête ici sur un problème à nouveau un problème de grec, un problème de traduction. Nous avons un génitif pluriel, stikon ouk oligone, qui caractérise l'extension des commentaires de Proclus. C'est une litote, signifiant que ces commentaires sont longs. En réalité, ces exégèses pourraient être qualifiées de polustika. Et stikos, je vous le rappelle, est un terme technique signifiant en principe une unité de mesure correspondant à peu près au nombre de syllabes d'un hexamètre homérique. J'exclus une autre traduction qui a été proposée, des notes et des commentaires d'un nombre assez important de vers, pour une raison de grammaire, c'est qu'en principe, hypomnéma est accompagné de eis plus accusatif. Le commentaire d'un texte, ce n'est pas une construction avec le génitif, mais plutôt hypomnéma, eis plus l'accusatif. Donc, des scoliers et des commentaires qui contiennent beaucoup de lignes, bien qu'il ne lui ait pas été possible de mettre des notes jusqu'au bout de la mythologie, ni sur toutes les rhapsodies. Donc, le commentaire ajouté par Proclus dans les marges de l'ouvrage de Syrianus est substantiel, même s'il est partiel. Alors, le texte présente une difficulté. Faut-il imaginer deux livres, un exemplaire contenant seulement les poèmes orphiques et, distinct de lui, un autre exemplaire avec les seuls commentaires de Syrianus, ou au contraire, un seul exemplaire, les textes orphiques étant accompagnés, sous forme de chaîne en quelque sorte, des commentaires autoritatifs de Syrianus, auxquels viennent s'ajouter en une deuxième strate le commentaire de Proclus. En tout cas, on remarque que le dictionnaire byzantin de la Souda attribue à la fois à Syrianus et à Proclus les deux mêmes ouvrages portant sur l'orphisme. Et l'historien Karl Prechter a bien montré que ces ouvrages reviennent substantiellement à Syrianus, enrichis par Proclus, et qu'il y a eu une confusion liée à la nature même de ce livre dans l'école néoplatonicienne. Alors, une question apparaît. Quel vocabulaire devons-nous utiliser pour décrire ce procédé d'annotation de la main de Proclus lui-même? L'ampleur et la profondeur spéculative des notes et commentaires inscrits par Proclus lui-même dans les marges du Codex, nous avons relevé l'emploi de paragraphein, interdit de considérer qu'il y a une différence de dignité entre l'exégèse de Proclus et celle de Syrianus. Les scholia kai upomnemata relèvent en fait de la périgraphie en un sens neutre et ne sont pas à proprement parler un paratexte si l'on donne à ce mot un sens, je dirais, ancillaire. Cette égale dignité théologique a conduit les lecteurs dans l'école néoplatonicienne à mettre sur le même pied Syrianus et Proclus, le maître et l'élève, les commentaires de l'un et les scolies développés de l'autre, d'où la confusion observée dans la Souda. Alors, pour commenter ce texte, on peut faire appel tout d'abord à la philologie, parce que la philologie nous permet d'apprendre que le procédé n'est pas isolé. Un parallèle probant est offert en effet par le commentaire sur les travaux et les jours d'Hésiode, attribué aussi à Proclus par la tradition manuscrite, sous le titre Proclus Diadoku Scholia Eista Erga kai Emeras tu Hésiodou, et avec le même titre par la Souda. Or, l'analyse littéraire a montré que la source de Proclus est en fait un commentaire de Plutarque de Chéronée, annoté substantiellement, à nouveau dans les marges d'un exemplaire, par Proclus, à qui l'ensemble a ensuite été attribué. Par ailleurs, dans l'Antiquité tardive également, l'examen de la composition du commentaire latin de Boès sur les catégories d'Aristote
fondée sur une tradition exégétique grecque d'origine athénienne, montre des variations par rapport à l'ordre habituel des questions traitées par la scolastique grecque tardo-antique, et l'on a pu supposer avec de bonnes raisons que Boès avait utilisé en Italie comme source un manuscrit grec d'Aristote d'origine athénienne, entouré d'extraits de commentaires néoplatoniciens, d'extraits des commentaires de Porphyre et Jamblique, rassemblés en chaîne, ce qui offrait évidemment la possibilité d'une réorganisation, d'une organisation différente du commentaire. Alors, une autre observation fascinante, de nature philologique aussi, a été faite par notre collègue Luc Brisson. L'examen systématique des citations des rhapsodies orphiques chez Damasius, qui commente et intègre lui aussi au système néoplatonicien la théologie d'Orphée, suggère que Damasius avait certainement entre les mains, dans l'école néoplatonicienne d'Athènes, une génération plus tard, le même exemplaire des commentaires de Syrianus, dont les grandes marges portaient les Scholia et les Upomnemata de Proclus. On aperçoit brièvement ici la réalité d'un livre sacré conservé précieusement dans la bibliothèque des Diadoques de Platon, au pied de l'Acropole, au 5e et 6e siècle. Que ces livres aient été considérés comme de véritables objets sacrés, cela est prouvé par une anecdote rapportée dans la vie d'Isidore de Damasius, qui nous décrit son propre maître, Isidore d'Alexandrie, à qui le moine païen Sarapion a légué en un acte de légitimation spirituelle 3 livres, parmi lesquels les poèmes d'Orphée. Alors par ailleurs, la mise en page décrite par Marinus, et je terminerai sur ce point, peut s'enrichir de parallèles papyrologiques. On a justement mentionné l'exemple du Péoxy 20 2258 de Callimaque, écrit au VIe siècle en majuscule alexandrine, qui présente un commentaire marginal, qui est un exemple particulièrement intéressant et ancien. Mais nous ne sommes pas dans le domaine de la philosophie. Et cette tradition de librairie semble illustrée aussi par le grand manuscrit Vaticanus Urbinas Grec 35, copié aux alentours de l'an 900, où l'on a identifié la main d'Arétas de Césarée, qui a inscrit dans les marges d'un exemplaire de Porphyre et d'Aristote une compilation d'extraits de commentaires néoplatoniciens dans une majuscule micrographique rendue plus efficace encore par l'emploi d'abréviations. Je terminerai par une observation sur le vocabulaire. Dans un article très intéressant publié en 1992, Guglielmo Cavallo a relevé l'emploi, a donné un certain nombre d'exemples d'emploi des verbes parakeitai et paragraphein, parfois sous la forme du parfait passif paragegraptai, pour exprimer la copie dans des marges d'un matériel exégétique, dans des manuscrits particulièrement importants. Le Martianus grec 474, à la fin des Oiseaux d'Aristophane, paragegraptai ectu summacu kai allon scolion, et la fameuse souscription, il faut mentionner aussi la fameuse souscription inscrite à la fin de l'Oreste d'Euripide, que l'on trouve à la fois dans le Paris grec de 1713 et le Martianus Grecus 471, pros diaphora antigrapha, donc en relation avec différents exemplaires, paragegraptai, ectu Dionysiu upomnematos holoskieros kaiton micton. Donc nous retrouvons dans cette souscription particulièrement intéressante paragegraptai. Et l'on peut mentionner aussi le Laurentianus 32.9, où la fin d'Apollonios de Rhodes, du poème d'Apollonios de Rhodes, est accompagnée de la notion parakeitai, tascolia, ecton, etc. Donc, voyez-vous, le texte de Marinus peut s'éclairer par à la fois des observations d'ordre philologique et aussi, en ce qui concerne le vocabulaire, par des parallèles attestés dans les manuscrits, et ces souscriptions auxquelles je viens faire allusion sont attribuées par les philologues dans une période assez vaste, allant de la fin du IVe au début du VIIe siècle. Et je terminerai d'un mot
en vous priant de m'excuser d'avoir été un peu long, en revenant sur l'intérêt chronologique du témoignage de Marinus, puisque la scène rapportée par lui est située avec assez de précision, disons, dans la seconde moitié du Ve siècle et antérieurement, en tout cas, à l'année 485, mort de Proclus. Je vous remercie.